et bienvenue à tous. Merci d'être venus pour cette nouvelle édition de Je pense donc je vote. Donc quelques nouveautés pour cette année. On est diffusé sur le canal 99 de la Freebox au travers de la télé de Roubaix. Donc vous avez Bruno qui est à la caméra et Léo qui est à la technique. Donc on est rediffusé, les débats seront rediffusés en direct sur le canal 99 de la télé, qui est une extension du blog que tout le monde connaît déjà, le blog de roubaix.com. Donc ce soir, on s'excuse déjà pour l'absence de Monsieur Rizoug du premier débat. Donc il n'a pas pu venir apparemment. Mais on est très heureux de recevoir Yann Merlevet pour la liste Roubaix vraiment à gauche. Donc je vais vous rappeler quelques petits points techniques. Vous connaissez déjà le déroulé des débats, vous savez déjà comment ça se passe. Mais je vais vous demander pour que ça se passe relativement bien, que vous leviez la main quand vous avez une question à poser, que vous ne discutiez pas quand il y a quelqu'un qui intervient et que vous évitiez de couper la parole aux intervenants. Voilà. En plus de ça, donc la liste vraiment à gauche sera confrontée à vos questions et aux questions des micro-trottoirs. Donc on va commencer. Donc je vais vous demander de présenter votre liste en 5 minutes. Voilà. Oui, c'est... je sais pas s'il est branché. Bon, j'en ai pas forcément besoin, mais je pense que pour les besoins de la technique, par contre, il y a besoin. D'abord, je vais m'excuser d'être arrivé en retard, parce que ça ne se fait pas. Donc, j'étais donc à un entretien avec deux charmantes journalistes qui m'avaient demandé donc de faire juste avant, parce qu'ils n'avaient pas le temps après. Donc voilà, j'ai dû me couper. Malheureusement, j'ai pas réussi à me couper en deux, donc me voilà. Une présentation, moi, donc, certains me connaissent déjà, ou m'ont déjà vu, ça fait maintenant quelques temps que je viens vous voir, et en même temps j'ai envie de remercier un peu, ça va faire des magots mais tant pis je le fais, j'ai envie de remercier le collectif Je pense donc je vote et le blog de Roubaix, d'abord parce que je suis toujours attentif au blog, et puis je suis toujours content de leurs vidéos. D'ailleurs, je tiens à préciser que la vidéo que vous avez faite se retrouve sur le site national de la Ligue. Ah. Donc, vous voyez, donc ils ont trouvé tellement qu'elle a été bien que voilà. Donc voilà, ça c'est dit. Je vous remercie donc de nous recevoir parce que parfois on est venu uniquement pour la Ligue. Là aujourd'hui on est un collectif, on est plusieurs mouvements partis de gauche et des gens qui ont ces valeurs-là dans cette liste. Donc moi je suis Yann Merlevet, j'ai 32 ans, je suis roubaisien, je suis professeur d'histoire géo. Je suis militant à la LCR, mais comme je vous l'ai dit, la liste Roubaix vraiment à gauche n'est pas une liste uniquement composée de la LCR, elle est soutenue par la LCR, soutenue par Olivier Besancenot, candidat que vous connaissez peut-être au présidentiel, et soutenue par d'autres mouvements donc, roubaisiens de gauche, les alternatifs, alternatives unitaires, ceux qui ont soutenu Beauvais au présidentiel, Rouge Vif, des gens donc, du Parti communiste qui sont en désaccord avec ce qui a été fait sur Roubaix. Et donc, avec tous ces gens-là, avec des militants associatifs, des militants syndicaux, avec des militants altermondialistes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas cartés, qui ne sont pas du tout dans le milieu de la politique, dans notre liste, on a voulu faire une liste claire, précise, de gauche, point. Voilà, parce qu'on s'est rendu compte, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais sur Roubaix c'était un peu compliqué. Il y avait Monsieur Pic qui avait décidé de rallier à lui un mouvement de gauche, donc Monsieur Mas du MRC, donc déjà on s'est dit tiens, un mélange sel-poivre, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis alors on a eu la grande surprise, est-ce que c'était vraiment une surprise? Le maire donc qui a décidé de mettre un coup de droite dans son ancienne liste de gauche, enfin pas tout à fait, il y en a qui sont partis, puis il y en a d'autres qui sont arrivés, donc le MoDem, que nous considérons comme un mouvement de droite, et donc nous ça nous a véritablement choqués. Bon, vous savez qu'à la Ligue et à gauche de la gauche, comme on dit, on n'est pas toujours d'accord, et on n'est même souvent pas d'accord avec le PS, on estime que le PS court de plus en plus vers la droite, et on l'a encore vu aux élections présidentielles, et on l'a encore vu depuis 8 mois, où on ne les a pas beaucoup vus justement dans la rue pour manifester avec les gens. Mais là, on s'est dit, ils font fort de café, non seulement ils courent après la droite, mais ils s'allient avec eux. Donc nous, on va faire quelque chose qui soit bien à gauche. Et donc, ça pourrait faire un peu sourire, ce nom, mais Roubaix vraiment à gauche, c'est vraiment une expression qui vient de là. Voilà. Concrètement, est-ce que vous pouvez nous redonner les grandes lignes du programme de votre liste pour que ça soit clair dans la tête des spectateurs?
Ben, les grandes listes du programme, évidemment, c'est qu'on fait un constat sur Roubaix à travers les discussions qu'on a eues avec les gens et à travers notre propre expérience de Roubaisien, puisque comme je vous l'ai dit, sur les 53 noms, il y a beaucoup de gens qui sont issus des quartiers, beaucoup de gens qui ne sont pas on va dire, des militants politiques, donc ils nous ont raconté tout simplement leur vécu. On a constaté qu'il y a une urgence sociale, une urgence démocratique sur Roubaix. Tous les candidats le disent, hein, donc vous allez réentendre des choses, mais la différence, ce sera peut-être nos propositions. Le logement, c'est terriblement la priorité aujourd'hui sur Roubaix. Le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, nous on pense que la mairie a des possibilités de donner des coups de pouce aux gens qui sont les plus démunis, qui sont dans une situation très difficile sur Roubaix. Dieu sait qu'on en a rencontré. On a aussi des gros problèmes que nous on estime importants, c'est que la démocratie sur Roubaix, bah, on vient vous voir de temps en temps, et j'ai envie de dire que vous allez voir, là encore vendredi ou aujourd'hui, des candidats venir. Et puis bah, entre deux, quand ils sont élus, vous les voyez plus beaucoup. Ou alors ils viennent vous écouter. Ils ont une bonne oreille, ils vous écoutent. Ils ont tellement une bonne oreille qu'une fois qu'ils ont fini de vous écouter, on se demande s'ils vont appliquer quelque chose de ce que vous avez dit. Et le problème, c'est qu'en général, non. Donc nous, on pense que ça doit aller dans le sens inverse. C'est une idée un peu folle qui s'est faite au Brésil et qui en réalité n'est pas une idée folle puisqu'elle fonctionne, elle marche. Et quand ça marche, il faut l'appliquer. C'est l'idée que ce soit les gens qui décident d'un budget municipal. C'est-à-dire qu'on réunit par quartier. On vous donne un budget, on vous dit voilà, l'enveloppe elle est là, sur la table. Vous avez autant pour votre quartier. On réunit les gens, un maximum de gens. Les associations, les syndicalistes, les militants d'assaut, les gens tout simplement, les citoyens. Et on leur dit voilà, quelles sont vos priorités? Vous voulez faire quoi? Et à partir de là, ce que vous dites par vote, donc par une décision démocratique, ce qui est décidé, l'élu l'applique. Il ne vous dit pas attendez, c'est pas possible, nous on avait pensé à faire autre chose, écoutez, je vais faire la moitié de ce que vous avez dit, puis moi je ferai la moitié de ce que je pensais. Non, on fait 100% de ce que vous avez dit. Si vous vous plantez, vous vous plantez. Ça peut être aussi. Mais c'est comme ça qu'on apprend ensemble la démocratie. Et c'est comme ça qu'enfin les gens se diront oui, la politique, ça sert à quelque chose. Et pas, oh, vous savez, moi, j'ai plus envie de voter. Moi, je suis déçu de la politique. Vous savez, moi, gauche-droite, on en a entendu, hein, des gens. On est allé au porte-à-porte, les gens disent, moi, je suis même plus inscrit sur les listes. Ben, je vais vous dire, c'est ces gens-là qui ont le plus besoin qu'on se batte pour eux, et c'est ces gens-là qui ne vont plus voter. Donc justement, on va les écouter, et on va leur demander de poser leurs questions. Donc si vous avez une question, levez la main et je vous apporte le micro. C'est très bien ce que vous nous dites. Mais vous voyez ce que, comment dirais-je, sur la question de la personne, Sarko Premier a promis beaucoup, mais ce qu'il y a, c'est que la France est en faillite, en banqueroute. Bon, maintenant ici, vous promettez, vous voulez faire beaucoup de choses, mais moi je pose la question, quels sont l'état actuel des finances roubaisiennes? Est-ce qu'il y a l'argent, est-ce qu'il y a des dettes et tout? Et c'est ça que les citoyens veulent savoir. Parce qu'avant de lancer des programmes, il faut pouvoir les financer. Il faut que les gens ne soient pas trompés. Bon, alors j'aurais aimé, si vous voulez, ça c'est mon opinion depuis très longtemps, que dans certaines villes, surtout comme Roubaix, il y ait une Cour des comptes qui vienne voir l'état des lieux, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas, ou ce qui marche moins bien. Et surtout avoir l'état au point de vue financier. Pour que les gens puissent, parce que c'est les gens qui paient. Or, nous ici, moi premièrement, on est absolument dans l'ombre, dans le silence, on ne sait rien. On vous promet, on vous fait des beaux tableaux, mais en réalité, on est ignorant de tout. Alors, c'est ce qui marche. Dans la Constitution, il est bien marqué que c'est le peuple qui est souverain, et que les maires et tout ça, ce sont les serviteurs. Or, c'est le contraire qui se passe. Ce sont le peuple, n'est-ce pas, qui est le serviteur, et les maires et ailleurs qui sont les maîtres. Alors maintenant, voilà le problème. Est-ce qu'on répond question par question? Oui, non, vous pouvez questionner. Je sais pas, c'est comme vous voulez. Ben, on parle beaucoup de ça, c'est le Premier ministre qui a lancé ça notamment pour la France en disant qu'on était un État endetté, etc. Bon, alors moi je vais vous dire oui, la ville de Roubaix est endettée, oui, la ville de Roubaix a des dettes à payer, qu'elle échelonne. Oui, la ville de Roubaix est obligée aussi de faire appel à des fonds de la communauté urbaine, à des fonds européens, parfois pour certains projets. Oui, parce que la ville de Roubaix, effectivement, il y a des grosses difficultés et le budget est peut-être pas aussi large que les besoins. Cela dit, encore une fois, les fonds qui viennent compensent les dettes. C'est-à-dire que c'est
c'est pas comme si c'était les dettes d'un ménage, où on va s'affoler en voyant les dettes. Non, il y a toujours, de toute manière, puisque vous avez une fiscalité sur Roubaix, vous avez toujours, à un moment donné, une possibilité d'emprunter, hein, comme certains vont emprunter pour acheter la voiture ou la maison. Bon, eh bien, on emprunte et en fonction des recettes, on remboursera en échelonnement. Si vous voulez savoir l'état des comptes, moi, je vais vous dire comment je l'ai su. D'abord, il y a effectivement ce qu'on reçoit chez soi, le beau diagramme en général avec la répartition du budget. Bon, pas toujours très clair, on ne sait pas toujours vraiment. C'est vrai qu'il faudrait, alors je ne sais pas, on pourrait réfléchir sur cette idée de Cour des comptes, mais normalement, on peut demander des comptes à la mairie, hein, ça c'est clair. Mais c'est vrai que ce qu'on reçoit, ça se discute, on n'a pas l'impression de vraiment savoir. Mais c'est un journal que je ne lis pas régulièrement, mais j'ai tout simplement su les comptes de Roubaix. Vous regardez Le Capital, il y avait un journal, il y avait des tas de villes à l'intérieur, et puis j'ai eu la surprise de voir Roubaix. J'ai vu les comptes, donc effectivement, oui, il y a des têtes. Alors, ils ne vous expliquent rien, évidemment, ils vous mettent juste des chiffres. Donc les chiffres, moi, ça ne veut rien dire, hein, on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Maintenant, d'après ce que j'ai cru comprendre de leur analyse, parce qu'encore une fois, vous me demandez ça à moi, mais je ne suis pas maire, je ne suis pas dans le secret de la mairie, hein, d'après ce que j'ai cru comprendre, ça va. On n'est pas trop dans le rouge, il y a d'autres villes plus catastrophiques. Mais effectivement, je peux comprendre que ce soit une angoisse, hein, parce qu'on a toujours peur que nos enfants payent, etc. pour nous. En l'occurrence, ça va dépendre essentiellement de ce que fera la ville de Roubaix, c'est-à-dire, encore une fois, c'est ce que j'explique régulièrement, une dette, à partir du moment où vous avez les moyens de la payer, c'est pas un problème. À partir du moment où vous investissez dans quelque chose qui va permettre de gagner plus que la dette, c'est pas un problème. Et effectivement, si on investit dans Roubaix, et qu'au lieu d'avoir un record de RMistes ou beaucoup de chômeurs, on a de plus en plus de gens qui sont travailleurs et qui vont payer donc une fiscalité, au bout du compte, on y gagnera. C'est ça aussi, investir dans Roubaix. Et pas forcément investir dans des entreprises qui vont s'installer et qui ne vont pas payer la fiscalité, justement. Et ça, c'est un problème, parce que quand on a des dettes et qu'on accepte de faire venir des entreprises pour des boulots en général précaires et qu'au bout de 5 ans, lorsque la zone franche urbaine est terminée et qu'on leur dit « bon, ben maintenant il faut payer », ils s'en vont. Et en général, qu'est-ce qu'ils font? Ils laissent sur le carreau les salariés. Et il laisse en plus d'autres gens sur le carreau, parce que moi je suis en train de le dire à tout le monde, enfin ça m'a tellement énervé. Moi quand j'allais dans le centre, parce que j'allais chercher un bouquin, j'allais à la maison du livre. Vous avez connu la maison du livre, hein. C'était sympa, il y avait une bonne ambiance, les gens s'y connaissaient bien. Il y a le Furet du Nord qui s'est installé, mais eux le Furet du Nord, ils ne payent pas les impôts, parce que voilà, ils sont tout nouveaux, ils viennent d'arriver, donc ils bénéficient de cette exonération fiscale, comme beaucoup d'entreprises en France d'ailleurs bénéficient de ça. Si vous saviez le nombre de choses qu'on pourrait faire au niveau social si on arrêtait de dire à ces gens que vous ne payez pas d'impôts, qu'est-ce qui s'est passé pour la maison du livre? Elle payait ses impôts, elle n'a pas résisté à la concurrence. Donc il y avait une concurrence déloyale, ça s'appelle comme ça, une concurrence déloyale. Donc moi je veux bien, mais à un moment donné, voilà, il faut faire des choix. Hein. Et je regrette que lorsqu'on a des dettes, effectivement, on exonère certaines entreprises qui n'en ont pas besoin. Je répète bien, qui n'en ont pas besoin. Des entreprises comme le Furet du Nord, ils n'ont pas besoin, il faut être clair, d'exonération fiscale. Voilà. Donc avant de passer à la deuxième question, je vais rappeler aux spectateurs qui nous regardent qu'ils peuvent réagir au travers du chat sur irc.free.fr, canal La Télé de Roubaix. Donc on passe à la question suivante. Monsieur. La question est dans le prolongement de la première, c'est-à-dire que quand je vois M. André Pic qui dans un prospectus dit chaque foyer France de Roubaix a une dette de 2715 € par la dette de Roubaix. Vous dites que c'est pas dans le rouge, c'est pas dans le vert non plus. Non, ne parlez pas de vert, vous en parlerez après. Mais oui, alors ça ne veut pas dire, effectivement, je l'ai dit honnêtement, j'ai dit il y a des dettes, on est bien d'accord, j'ai dit qu'il y avait des dettes, mais vous savez, c'est comme, moi j'ai été acheter il n'y a pas longtemps une table, et on m'a dit, voilà c'est autant, j'ai fait, désolé, je ne peux pas payer comme ça, on m'a dit on va échelonner, alors ce qui est bien c'est que j'ai pas eu de taux à payer, alors la ville par contre, parfois, c'est pas aussi simple, mais oui, on échelonne, on paye, et puis deuxièmement, imaginons que, je ne sais pas pourquoi, je m'augmente de 200% au niveau salaire. Je fais référence à personne.
Ou que j'augmente mes revenus de 40% comme les grands patrons du CAC 40, hein, parce qu'eux, ils n'ont pas de sous pour augmenter les salariés. Bon. Eh bien, il est évident que ma dette restera toujours la même, c'est-à-dire que je paierai toujours la même chose. Mais si j'ai augmenté mes revenus, j'ai pas de problème, c'est-à-dire que en réalité, mon pouvoir d'achat va être augmenté. Eh bien, sur Roubaix, encore une fois, si on investit clairement sur Roubaix et si on fait une priorité de la lutte contre le chômage, mais ça c'est pas une priorité uniquement de la mairie, parce qu'évidemment la mairie ne peut pas régler tout le problème du chômage de Roubaix, mais peut aider, et nous on se propose d'aider effectivement, et pas de tout résoudre. Je ne vais pas vous faire des promesses ridicules du type allez, on va tous faire de l'emploi écologique, on va régler tout ça comme ça va être super, vous allez voir. Bon, moi je crois qu'effectivement il y a des possibilités sur Roubaix et que la mairie peut investir, mais encore une fois pas à n'importe quel prix, c'est-à-dire pas en détruisant des emplois ou pas en faisant des emplois au rabais où on ne paiera pas la fiscalité. Donc oui, on n'est pas dans le vert comme vous dites, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, mais encore une fois je ne suis pas à la mairie, je ne connais pas effectivement le fond des comptes, on n'est pas non plus dans le rouge. Moi je préfère le rouge personnellement, pas pour les comptes. Donc on passe à la question suivante. Alors moi je voudrais savoir si vous êtes élu, est-ce que vous allez ouvrir des locaux pour les jeunes de quartier, des ouvertures pour qu'ils puissent arrêter comme un jeu en club et tout ça, se rencontrer dans des cafés ou se rencontrer dehors et puis faire des bêtises, leur donner la chance d'arriver à quelque chose, quoi. Non, mais ça, c'est un problème, c'est effectivement dans notre programme. Donc là, je ne vais pas vous sortir quelque chose de mon chapeau, comme là, je suis obligé d'improviser sur les comptes, alors que je ne les connais pas sur le bout des doigts. Là, c'est dans notre programme. Et oui, effectivement, on pense, ça fait partie de notre vision politique, on pense que plutôt que de laisser les jeunes traîner, effectivement, ne pas savoir trop quoi faire, surtout si en plus il y a des problèmes de chômage, etc., on pense qu'il y a des lieux, d'abord il y a des associations sportives, etc., mais aussi des conseils de jeunes. Dans les quartiers, il y a eu des maisons comme ça qui ont été faites, mais aujourd'hui on constate que c'est plus totalement ça, hein, qu'il n'y a plus vraiment de jeunes non plus dans ces maisons-là. Et donc nous on propose de remettre effectivement une priorité pour refaire à nouveau se rencontrer les jeunes, leur donner des projets, effectivement. Et ça nous paraît être un point seulement de ce que l'on doit faire pour la jeunesse. Parce qu'il y a énormément de difficultés pour la jeunesse roubaisienne. Alors, je vais le dire, mais je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir dit, il y a le problème de la discrimination aussi, mais ça, c'est un combat de longue haleine, hein, c'est vraiment un combat de longue haleine. On a bien sûr aussi le problème de sortir parfois certains jeunes de leurs difficultés. On pense notamment à ceux qui n'ont pas réussi le parcours scolaire, etc. Et nous, on sera prêt là aussi à les aider pour retrouver un parcours scolaire s'ils le souhaitent. Mais on pense aussi notamment aux difficultés des jeunes pour le logement. Encore une fois, je reviens à une des priorités. Et nous, on pense que la mairie, par exemple, avec un service municipal de logement, peut très bien décider qu'avec un jeune, une sorte de contrat, de dire voilà, on se porte caution pour le jeune. C'est-à-dire que c'est vrai que quand on arrive, on veut louer quelque chose, etc., on doit mettre autant sur la table, on doit faire des chèques, on doit limite apporter les parents et puis limite apporter leur paye pour être sûr que le locataire, le loyeur veut bien, celui qui va nous louer la maison veut bien nous louer, parce qu'il faut donner des tas de garanties. Et donc, à un moment donné, nous, on a envie de mettre face au bailleur, on a envie de mettre la mairie. Voilà. On a envie de dire, attendez, nous, on prend en charge ça, le jeune, il a droit aussi à un logement, c'est pas parce qu'il est jeune qu'il doit vivre un peu n'importe où, ou bien rester jusqu'à je ne sais quel âge chez ses parents, parce qu'aujourd'hui, c'est ça la France, hein. C'est des gens qui restent de plus en plus longtemps chez leurs parents, pas parce qu'ils sont des tanguis, hein. Vous avez peut-être vu ce film où ils sont très bien chez leurs parents, ils veulent plus bouger, c'est parce que c'est super cher de sortir de chez les parents, c'est parce que ça devient impossible, il faut tellement de garanties. Donc voilà, je pense que oui, les conseils de jeunes, etc., ça c'est aussi une des priorités de Roubaix qui n'est peut-être pas remplie. Ça encore, il y a un conseil de jeunes à la mairie, on a l'impression qu'il ne fonctionne pas comme il devrait fonctionner. Et là encore, j'en reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est les jeunes qui décident de leurs activités dans le conseil de jeunes et c'est pas le maire paternaliste qui va leur dire voilà, nous on pense que pour vous c'est ça. Donc pareil, il y a des maisons de jeunes à construire, à faire, mais là encore je pense qu'il faut le faire avec eux, avec les jeunes. Parce que je sais pour leur faire quelque chose qui leur déplaît, dans lesquels ils ne viendront pas, c'est pas la peine. Bon. Donc là encore, discuter et faire en sorte que ce soit eux qui décident et pas toujours la mairie.
Donc Dominique, tu avais une question? Moi, je m'appelle Dominique, vraiment. J'habitais dans le logement et que j'avais plein de cafards. Et bon, j'ai des amis, nous y avons commandé pour aller faire un magasin. Et j'ai appris que derrière, par derrière nous, on a caché le bac. En plus, il nous disait de partir après l'hiver. Et ça fait qu'il a roulé derrière nous. Alors, en plus, on a écrit qu'il avait sur la lettre, on a marqué magasin. En plus, moi j'ai tout perdu. Comme un meuble, j'avais des cafards. Et ce monsieur, il faisait rien, il a été à la mairie et personne n'a voulu. Alors moi je veux savoir ce qu'on peut faire avec des gens comme ça, qui savent quand même beaucoup comme monsieur. Il y a la possibilité pour le maire, et normalement on nous promet de le faire, mais enfin je rappelle quand même que le maire est là depuis maintenant 2 mandats. Donc on nous promet de le faire. Moi j'ai fait, vous le savez, un débat peut-être sur les associations à la maison des associations où on a entendu encore beaucoup de promesses. Et dans son programme, il y a encore des promesses disant que voilà, la lutte contre les marchands de sommeil, la lutte justement contre ceux qui veulent expulser, etc. La mairie peut contrôler évidemment ceux qui louent et récupérer lorsqu'un logement est insalubre et dénoncer clairement. Il y a cette possibilité-là, oui. Mais c'est bien beau de le dire. Il faut le faire. Vous savez, il y a une loi qui existe, c'est la réquisition des logements vides. Il y a plein de gens qui cherchent un logement, il y a plein de gens qui vivent parfois même dehors. Et effectivement, on se rapproche d'une saison un peu plus douce, tant mieux. Mais quand c'est en hiver, effectivement, normalement, on ne peut pas expulser en hiver. C'est la loi. Bon. Donc moi, je suis étonné que... alors ça peut paraître démago, parce qu'évidemment, moi je ne suis pas élu, vous ne savez pas ce que je ferai quand je serai élu. Oui, et moi, en tout cas, moi je vous dis ce que je pense. Après, comme j'ai envie de dire, c'est à vous de tester. Si vous m'avez élu, on verra si je suis aussi menteur que les autres, ou si je suis aussi sourd que les autres, parce que c'est peut-être juste de la surdité ou un problème de lecture, hein, peut-être, je sais pas moi. Bon, c'est vrai qu'il commence à se faire vieux, hein, vous avez remarqué, il n'y en a pas en dessous de 40 ans, donc forcément. Donc, je plaisante, hein, parce que 40 ans c'est pas vieux, aujourd'hui on vit jusqu'à 90, 100, donc voilà, c'est plus du tout vieux, c'est la pleine jeunesse. Non mais, si vous me dites avoir envoyé, une lettre expliquant votre cas, 2, que vous me dites que vous n'avez pas reçu de réponse, déjà, ils auraient pu au moins faire l'amabilité de dire on a bien reçu votre courrier, on va examiner. Bon. 3, qu'il n'y a pas eu de réaction. Moi, je suis désolé. Même la défense des locataires qui a fait l'état des lieux avec nous. Je suis désolé, mais... à chaque fois que je téléphone, on dirait qu'il reconnaît mon numéro de téléphone de portable, il raccroche. Ça, je ne saurais pas vous dire. Mais ce qu'il y a une chose qui... Moi, je peux dire qu'il ne font rien. Il est astreint depuis le 1er janvier à 50 € par jour. On est au mois de mars, ça court toujours. Et parce qu'il n'a toujours pas rendu la caution. Rien du tout. Monsieur, il a décidé de faire un chèque à des anciens locataires qui sont partis 2 mois et demi avant nous. Et leur a fait un chèque en bois. Il est au tribunal avec eux. Et il a dit qu'il s'en fichait, qu'il ne paierait pas. Et par-dessus ça, nous, on va arriver derrière. Parce que moi, ici, vendredi, je vais au tribunal. Je vais prendre un avocat d'office et je le mets d'office au tribunal. Le problème, c'est combien de temps ça va prendre. C'est ça tout le souci. Mais oui, donc, moi, ça va peut-être durer longtemps. Mais comment voulez-vous qu'on n'agisse pas par nous-mêmes? Même quand on ne connaît pas trop les lois, on finit par se débrouiller à les connaître. Pourquoi? Parce que personne ne bouge. On demande à ce qu'on soit défendu. Même les propres personnes qui doivent nous ne défendent pas. Non mais le maire, au moins, au minimum, aurait pu vous orienter. Je suis allée voir le maire lui-même, Qu'est-ce qu'il vous a qui nous a dit, moi, je peux rien y faire. On est en pleine préparation des élections. On verra après. On verra après. Bon, mais moi, quand j'ai vu ça, le maire, vous dites. J'ai pas la peine. Je rappelle qu'il est censé être socialiste. C'est ça qui m'a renvoyé à son adjoint qui s'appelle Monsieur. Non. Dubois. Dubois. Qui Monsieur Dubois m'a dit, vous inquiétez pas madame, on s'en occupera. Mais quand après les élections. Alors j'ai dit, autant qu'on s'en occupe soi-même. Ils ont le temps, hein. Autant qu'on s'en occupe nous-mêmes. Mais Quitte à ce que ça prenne plus de temps, mais tant pis, on s'en occupe nous-mêmes. Mais comment concevez-vous le travail, comment dirais-je, à la maison, parce que, en fin de compte, la mairie, c'est la maison du peuple. C'est la mairie. Bon.
Les autres sont les serviteurs. Comment concevez-vous les rapports entre les différents, comment dirais-je, enfin, je veux dire opposants? Comment les concevez-vous? Ils ont une majorité, comme ici le maire de Roubaix et son équipe, à gérer la ville de Roubaix avec 20% de la population. Ça n'est pas normal. Alors, les opposants qui sont là, ils s'opposent. Ils ne sont pas d'accord. Mais ils restent sur place. Parce qu'ils touchent. Est-ce qu'ils ne devraient pas à ce moment-là dire, puisque vous ne voulez pas changer, de prendre notre méthode, puisque la vôtre ne réussit pas, nous nous retirons. Alors donc ils provoquent une crise, et le peuple à ce moment-là, qui est tout simplement les Roubaisiens qui paient des impôts, à ce moment-là peuvent bouger. Mais nous, on est muselés. Écoutez, je ne suis pas prophète, donc je ne peux pas savoir exactement dans quelques jours, dans quelle situation je serai, si je serai au deuxième tour, si je serai de ceux qui pourront faire une alliance ou que sais-je, on en reparlera peut-être. Toujours est-il que, imaginons que je sois, allez, on va rester modeste, imaginons que je sois élu donc, dans l'opposition de gauche, forcément, au conseil municipal. Il est évident que si je suis donc dans l'opposition, je n'ai aucune solidarité, d'accord, avec l'exécutif. Bon. Par contre, si je suis adjoint, d'accord, là je suis en solidarité totale avec le pouvoir en place, puisque je travaille avec ce pouvoir en place. Si je suis élu conseiller municipal, c'est pas pareil. Si je suis en opposition, je ne suis pas en solidarité, d'accord. Bon. Mais je pense quand même qu'il y a des choses qu'on ne peut pas laisser passer. Je vais prendre deux exemples concrets. Cet été, il y a eu des sans-papiers qui sont venus devant l'hôpital de Roubaix faire une grève de la faim. On peut dire tout ce qu'on veut sur les sans-papiers, mais il faut être clair, la misère humaine, elle existe. Les difficultés dans les pays du tiers-monde, ce qu'on appelait autrefois les pays du tiers-monde, qu'on appelle aujourd'hui pays en développement, ils existent. Et on comprend très bien pourquoi ces gens-là qui sont en pleine difficulté espèrent que ici ça ira mieux. Quand on les écoute, on voit bien, certains d'ailleurs fuient le régime politique, cherchent à se réfugier. Bon. S'ils font une grève de la faim, c'est pas pour rien. La moindre des choses quand on se dit de gauche, c'est d'aller les voir, et c'est pas d'envoyer la police ou d'autoriser la police à y aller. Bon. Ça, c'est un premier point. Moi, je reste très étonné que des gens qui travaillent avec quelqu'un qui, soi-disant, est de gauche et disent on ne veut pas d'un autre gymnase de Cachan à Roubaix, et bien que ces gens-là qui sont adjoints ne démissionnent pas. Moi, si jamais ça devait m'arriver, je ne sais pas, pour une raison X ou Y, que je suis adjoint avec quelqu'un avec qui je m'entends bien, en qui j'ai confiance, et qui fasse une politique inverse que ce qu'on a dit devant les électeurs, je démissionne. Je démissionne. Bon. Si maintenant je suis dans l'opposition, c'est pas pareil. Dans l'opposition, je ne suis pas solidaire du pouvoir en place. Donc je dénonce ça, et je peux même faire une campagne avec les Roubaisiens. Là encore, je n'ai pas vu beaucoup d'opposition se manifester sur les sans-papiers. Les seuls que j'ai vus, c'était une association à Roubaix, et j'ai vu quelques représentants politiques. Je n'ai pas vu Slimane Thier, mais par contre, j'ai vu Myriam Co des Verts. Bon. Et je le dis parce que dans le journal, on m'a donné cette parole que les Verts n'étaient pas sur le coup des sans-papiers. Si, ils étaient là, mais pas Slimane Thier, Myriam Co. Bon, j'aurais préféré voir Slimane Thier aussi. Mais il était là à une manifestation qu'on a fait. Il n'y avait pas grand monde, hein. Il y avait le PC, il y avait les Verts. Mais alors ce que je m'étonne, c'est que le PC et les Verts, ils travaillent avec René Vandierendonck. Ils ne sont pas dans l'opposition municipale. Ils sont adjoints avec lui. En tout cas, dans ce mandat qui se termine. Donc voilà, moi je vous ai dit ce que je ferai. Maintenant, on verra si je suis élu, si je le fais. Parce qu'encore une fois, je comprends très bien que vous ne me croyez pas sur parole. Mais je souhaite justement que vous arrêtiez de croire les politiques sur parole. On va donc enchaîner à présent sur un micro-trottoir, parce que ces Roubaisiens aussi ont leurs questions à poser. Ils n'ont pas pu être présents, mais ils veulent quand même avoir une réponse à leurs questions. Donc je rappelle que ces micro-trottoirs ont été réalisés par les volontaires de l'association Unicité, qu'ils ont interrogé les Roubaisiens aussi bien dans le centre que dans les quartiers sur des thèmes divers et variés, la culture, l'urbanisme, etc. Donc ensuite on enchaînera sur vos questions, et je rappelle aussi que vous devez lever la main et attendre qu'on vous donne la parole pour intervenir. Merci. Est-ce que vous auriez des choses à garder ou à enlever à Roubaix ? Donc ce que je peux dire pour garder notre ville, c'est-à-dire moi je parle dans le sens donc de la propreté et puis au niveau donc sécurité. C'est à mon avis c'est les points les plus importants. Hein. C'est surtout des points donc je pense qu'il y a un petit peu moins de relâchement à ce sujet. La ville de Roubaix doit être plus vigilante à ce sujet. Donc à part ça on aurait aimé plus
c'est-à-dire un peu plus de culturel, hein, c'est-à-dire diversifier un petit peu, hein, donc au niveau culturel, tout ce qui est donc qui se rapporte donc cinéma, théâtre, loisirs, spectacles et tout ça. Et est-ce que vous avez une question à poser aux candidats aux élections municipales? Ce que je pourrais leur poser, donc, est-ce que, c'est-à-dire leur élection, ce qu'ils peuvent nous apporter de nouveau, est-ce que c'est juste une élection pour élection ou est-ce qu'il y aura vraiment du changement? Moi, je voudrais savoir si il y a élection, il faudrait changement parce qu'on ne peut pas stagner dans cet état. Il faudrait quand même les choses bougent et les choses changent un petit peu. Voilà, deux thèmes, la sécurité et la culture. Donc, quelle est votre réponse à ce Roubaisien? Alors, la propreté, c'est ça, et la culture. Bon, alors la culture, c'est peut-être le seul quasiment domaine, on va dire, en tout cas sur un point que je ne reproche pas trop au mandat du maire sortant, en tout cas, il y a une politique culturelle, notamment à travers la piscine, qui a été correctement faite. Oui, mais selon selon ce Roubaisien, il n'a pas accès à... Voilà, par contre, justement, le petit souci, à mon avis, c'est peut-être ça qu'il est en train de nous expliquer. Bon, je me trompe peut-être, mais c'est qu'effectivement, si la culture existe, la condition publique, la piscine, bon, elle semble peut-être être un peu trop fixée dans une géographie du centre. Bon. Et que, en ce qui concerne peut-être la culture dans les quartiers, ça manque encore de développement. Là encore, ça fait partie, je pense, de ce que nous on souhaite véritablement. On a basé notre campagne sur l'idée que justement il y en avait assez de mettre en avant le centre de Roubaix. Ça ne veut pas dire qu'on veut oublier le centre de Roubaix, ça veut juste dire qu'on a oublié par contre les quartiers de Roubaix. Et qu'il est temps de remettre en avant la priorité sur les quartiers parce que c'est là qu'est l'urgence. Et la culture peut en faire partie. La culture peut en faire partie à travers notamment justement eh bien, tout ce qu'on a dit tout à l'heure, les conseils de quartier, l'activité des jeunes, etc. La propreté peut-être? Oui, sur la sécurité et la propreté dans les quartiers. Ben, la propreté, c'est vrai que là, moi je suis comme vous, je suis citoyen, je connais un petit peu certains quartiers de Roubaix où on est un petit peu étonné des problèmes effectivement en ce qui concerne la propreté. Bon, les journaux aussi en font parfois état dans la campagne, etc. Bon. On va peut-être pas non plus dire que Roubaix et toutes les villes sont sales, enfin toutes les rues sont sales. Je pense que le problème est le même que pour la culture. Pour ce Roubaisien, voilà. Il a l'impression que tout est au centre et rien dans les quartiers. Bon, alors, moi je pense que ça c'est quand même quelque chose qui doit se régler avec le fonctionnement justement de tout ce qui est service de nettoyage, propreté, etc. Bon. Je ne sais plus si c'est la ville de Roubaix qui est en charge de cela ou si c'est la communauté urbaine qui est en charge de l'hygiène de la ville. Parce qu'en général, maintenant, ça se fait au niveau de la communauté urbaine. Donc si c'est la ville de Roubaix, ce sera directement à nous de nous charger de vérifier ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Bon. Si c'est la communauté urbaine, ce que je pense, il faudra aller voir la communauté urbaine, et c'est le rôle du maire, de jouer son rôle et de dire voilà, on a un problème avec l'entreprise à laquelle on confie cela, à savoir si c'est un service municipal ou si c'est une entreprise privée. Bon, nous on est plutôt pour que ce soit un service municipal. Et là j'avoue que je ne sais plus trop. J'avoue que là je ne suis pas encore une fois dans le secret des dieux, mais je pense que c'est en tout cas la communauté urbaine qu'il faudra mettre ça en avant. Voilà. Donc on va enchaîner sur les questions. Bonjour, je me présente, je m'appelle Yéna Sili. Ma question va porter sur le handicap. Sur la ville de Roubaix, on est en train de faire de la restructuration, on nous dit qu'on va refaire des logements, mais j'ai regardé de très près et j'ai pas trouvé beaucoup d'idées pour les logements handicapés. On a beaucoup de personnes qui ont des difficultés à se déplacer, à marcher, on a des personnes qui vieillissent, et sur le programme, cette année, on n'a pas vu grand-chose, on en parle très très peu, et est-ce que vous, si vous êtes élu, vous rentrez dans une alliance, vous êtes prêt à faire quelque chose et est-ce que vous avez une réflexion là-dessus ou si vous y avez pensé au moins?
J'avais eu pour les législatives, quand je m'étais présenté, j'avais eu une question de ce type à l'U1 où effectivement il y a une loi qui existe, il y a une loi qui existe qui normalement doit à terme mettre en place effectivement un peu partout et notamment poser la question à l'Assemblée nationale parce que c'est toujours pas mis en place. Donc oui, on avait une réflexion là-dessus où on disait que la loi existe et on est censé progressivement mettre en place partout où on peut des accès, que ce soit les transports, que ce soit les maisons, que ce soit les commerces, etc. pour les handicapés. Mais que cette loi est lente à être appliquée. Effectivement, si on est élu, ça fait partie des choses qu'on veut accélérer. Alors ça ne veut pas dire qu'on va tout régler encore une fois d'un coup de baguette magique, mais c'est vrai que c'est au niveau du 4e âge, 3e, 4e âge, notamment, quand je parle de 4e âge, c'est ceux qui sont de plus en plus dépendants. Parce qu'il y a du 3e âge qui est très pimpant et qui n'a aucun besoin de l'aider, etc. Donc, il ne faudrait pas que je dise ça dans mon quartier, je me ferais frapper directement. Donc oui, il y a des gens qui sont dépendants et je pense que c'est aujourd'hui plus que jamais au niveau des handicapés et au niveau aussi du 4e âge qui a besoin, ne serait-ce que de se déplacer pour aller à la boulangerie du coin, etc. Il faut penser à ça. Alors, soit en termes d'infrastructures, les rampes, etc. Soit en termes, moi je pense surtout au 4e âge, je pense en termes de personnes qui viennent aider directement. Parce que je pense qu'une présence humaine pour nos anciens, pour les aider, parce que eux nous ont aidés aussi lorsqu'ils étaient vaillants, et bien je pense que ça me paraît logique. Voilà. On va quand même enchaîner sur la question. C'est dans le même thème ? Oui, c'est dans le même. Moi, la question précise, c'est par rapport aux logements qui vont être refaits. Parce que moi, j'ai posé la question au niveau des élus, au niveau de MMH, et MMH m'a répondu, oui, mais ça coûte très très cher. Mais c'est vrai que ça coûte cher, mais ces gens-là payent leurs impôts, et ils sont là, et je crois que la légitimité, c'est de leur construire aussi une vie agréable que possible. Oui, c'est vrai que là, sur le logement, il y a deux priorités sur le logement, et je ne suis pas persuadé que... non. Parce que là, encore une fois, si je vous parlais en révolutionnaire, je vous dirais directement oui, bien sûr, ça me paraît évident, et comme moi je réfléchis en termes des besoins de la population, je vous dirais oui. Par contre, si vous me mettez à la mairie, je vous dirais que je ne vais pas forcément, là encore, puisque les pouvoirs du maire sont limités, il ne faut pas se mentir. Donc, en termes de construction, il y a deux priorités. Effectivement, il y a le problème de l'handicap et le problème, effectivement, de l'accès de tous ceux qui sont dépendants, comme les personnes âgées, etc. Mais il y a aussi le problème de tout ce qui est normes écologiques. Bon. On arrive de plus en plus, je pense, à réaliser l'obligation, et ça je pense qu'il faut être très vigilant là-dessus, de respecter l'isolation, normes écologiques qui permettent une économie d'énergie et qui permettent de payer moins aussi en énergie. Et ça c'est aussi une des priorités de notre programme, c'est de faire économiser aux gens pour les aider pour le pouvoir d'achat. C'est vrai que par contre, vu le budget, il n'y a peut-être pas encore assez de choses qui sont faites en termes d'handicap. Maintenant, j'ai pas un programme précis là-dessus. Ce que je vous dirais pour pas vous mentir, c'est que évidemment ça demandera le budget nécessaire. Je serai dans une élection présidentielle, je vous dirai autre chose. Je vous dirai oui, c'est possible parce que j'ai pas les mêmes. Là, j'aurai pas les mêmes moyens. Donc on va passer à la question suivante. Bonjour monsieur. Voilà, j'habite à la résidence du Petit Paradis. Actuellement, ils sont en pleine rénovation. Et ça fait 10 ans qu'on a eu des problèmes, des jeunes qui squattaient, c'est des jeunes qui venaient de divers quartiers. On s'est rendu compte qu'à la fin des travaux, ils ont découpé la résidence en 3. Ça veut dire chaque entrée, ils ont mis comme des sortes de... comme une sorte d'entrée personnelle. Normalement, j'ai vu d'autres résidences, mais comme c'est assez technique, je vous invite à venir voir comment ça a été découpé. Et qu'est-ce qu'ils en pensez? Je voulais vous demander aussi au niveau de la diversité, c'est-à-dire sur la diversité, on trouve tous les milieux sociaux et de toutes les nationalités. Je voudrais savoir comment... Est-ce que vous en avez dans votre liste ce qu'ils se sont présentés avec vous à la tête de la liste? Je vais vous demander de couper vos portables s'il vous plaît. Merci. Je ne sais pas du tout qui a fait sonner ce portable. Alors, en ce qui concerne la diversité, oui,
on a de la diversité, mais sans doute pas assez encore pour une ville comme Roubaix, parce que, par exemple, on n'a pas d'Asiatiques, on n'a pas forcément non plus de Portugais, etc. Donc c'est vrai qu'on pourrait encore avoir mieux. Maintenant, j'ai envie de dire, vous savez que quand on est un petit parti, on n'a pas forcément les mêmes forces que ceux qui sont en général dans des gros partis et qui arrivent depuis très longtemps à organiser une liste. Nous, on a organisé une liste en allant voir les gens et on a été très heureux d'accepter les gens qui ont bien voulu être sur notre liste en étant d'accord avec nos idées, évidemment. Et on n'a pas forcément cherché à faire un calcul en disant on va mettre la diversité parce que ça fait bien. On a pris les gens qui avaient dans Roubaix. Mais c'est vrai que si on voulait représenter tout Roubaix dans sa diversité, il y a énormément de nationalités à Roubaix, on aurait dû sans doute faire encore mieux. Mais j'ai pas forcément, je dirais, de problème avec ça, parce que je pense que le problème de Roubaix, c'est pas qu'il y ait une représentativité totale de la diversité, mais plutôt qu'on respecte la diversité à Roubaix et qu'il n'y ait pas de discrimination à Roubaix des différentes nationalités. Parce que le vrai problème, c'est vrai que moi je ne me pose pas la question sur ce point de vue-là, mais je pense que le vrai problème, c'est qu'il y a des gens à Roubaix qui ont la sensation que il y a des privilèges pour certains et d'autres qui sont de côté. On l'a vu dans l'emploi, la discrimination, on l'a encore vu il y a peu de temps dans une boîte parisienne où on voit que les Noirs ne peuvent pas rentrer mais les Blancs juste derrière peuvent rentrer. Donc je pense qu'à Roubaix, on le sait, la discrimination elle existe. Nous on veut tout faire justement pour qu'elle soit éliminée. Il y a d'autres listes, on a de gros doutes là-dessus, mais je crois que c'est quelque chose qui va être assez long. Donc moi, je suis pour la diversité roubaisienne, je suis pour cette richesse-là, et c'est vrai que, encore une fois, on peut faire mieux sur une liste, mais je pense que la priorité, elle est surtout de ce qu'on va faire, nous, pour la diversité roubaisienne. Après, en termes d'immeubles, et j'ai pas vu votre entrée, donc je pourrais pas vous dire si ça me plaît ou pas, mais... On a même fait ça comme si on était à Alox, par exemple. Ouais. Alors si c'est pour rénover... C'est une grille, c'est ça? C'est du métal. Ouais. C'était la folie. Ouais, c'est empêcher les jeunes de rentrer, quoi, en gros. C'est ça l'idée, quoi. Et donc ça transforme ça en prison, quoi. Et je peux téléphoner 3 fois avec 3 grilles différentes, c'est ça? Il y a des interphones, il y a... Je peux vous dire que sur la liste, il y a quelqu'un, pour rentrer chez lui, il faut passer 3 grilles. Oui. C'est 3 grilles, donc c'est un candidat bien protégé. Non, mais ce qu'on a dit tout à l'heure, moi ça me paraît être évident, c'est-à-dire que c'est vrai que à un moment donné, les jeunes cherchent un endroit pour se retrouver, pour se réunir. Ils font des conneries, ça peut arriver. On a tous été jeunes, on a fait aussi des conneries. Moi aussi, j'ai dû faire des conneries, mais j'ai oublié depuis. En général, je dis surtout pas ça à mes élèves. Mais donc, je pense qu'effectivement, il faut absolument faire en sorte que ces jeunes puissent se retrouver dans des lieux bien à eux et qu'ils n'aient pas à squatter les portes d'entrée des bâtiments pour les gens. Mais quand on rénove, on va pas transformer les bâtiments en blocos, quoi. On n'est pas dans la guerre. Donc je pense qu'il y a d'autres solutions. Et une des solutions, je pense, pour éviter qu'on squatte les entrées, c'est justement de donner des lieux aux jeunes et leur permettre d'avoir des lieux bien à eux, où ils se sentent à l'aise et où ils peuvent se donner rendez-vous. Voilà. Sophie, on t'a pas entendu. D'abord sur la zone de l'Union. Tu m'aurais pas posé la question. Pardon? Ouais, sur la zone de l'Union. Donc, je voudrais savoir ce que tu comptes faire sur ce gros dossier, et notamment par rapport à la tour Terken, qui est en plein d'élaborement. Je trouve ça scandaleux de séparer et répartir un monument industriel de ce type. Et comment, parce qu'on sait faire de l'argent public, il y a des entreprises qui vont venir, qui vont bénéficier de zones franches. Comment tu feras pour justement éviter ce qui s'est passé dans le passé, où c'est que les emplois n'ont pas profité en fait aux personnes qui ils auraient profité. Et deuxième question, c'est au lendemain du 9 mai, donc c'est quoi le 9 mars, excuse-moi, le 9 mars, quelle sera ta position par rapport aux négociations, tes voix, tous les dans la qui tu te maintiens ou voilà, ça c'est clair. Alors, bon.
Je vais répondre tout de suite pour le deuxième tour et après je vais répondre sur la zone de l'Union et sur Terkene. Bon. Pour le deuxième tour, écoutez, d'abord on fait toujours la même réponse et on verra avec les résultats. Bon, d'accord ? Bon. En fonction des résultats, vous n'avez pas 10 000 situations possibles. Soit vous avez décidé de nous donner plus de 10%, ou même, je sais pas, plus de 50%, et donc on est élu, on n'en parle plus. Soit vous avez décidé de donner plus de 10%, et puisque vous nous avez élevé jusque-là, nous on pense qu'on doit se maintenir. Ça nous paraît évident, d'autant plus que on ne voit pas la liste du maire sortant comme une liste de gauche, puisque la droite est dedans. Si on a 5%, déjà on vous remercie parce qu'on est remboursé, c'est déjà pas mal, mais enfin rassurez-vous, notre budget n'est pas énorme, hein. Jusque-là je crois que j'ai pas dépensé 100 €, ça ne coûtera pas trop cher pour l'instant, hein. C'est les tracts uniquement, contrairement à d'autres qui ont plein de couleurs, vous avez vu, ils ont des couleurs un peu partout, c'est génial, ils ont des gros trucs, c'est formidable, mais je me demande toujours où ils trouvent l'argent, moi je sais pas comment ils font. Ils doivent faire des emprunts, vous savez. Voilà. Et donc, si on a 5%, vous savez qu'on peut faire, hein, c'est toujours un calcul complexe, mais on peut faire fusion avec une autre, même si on a 10% d'ailleurs, hein, on peut faire fusion avec une autre liste. Bon. Le seul cas de figure que j'envisagerais, mais j'en discuterai parce que là c'est une réflexion personnelle hein, que je donne, c'est pas la tête de liste qui parle, c'est la réflexion que moi j'ai à ce stade-là. Et bien sûr, il est évident que c'est une discussion qui se fera collectivement avec ma liste. La seule possibilité que j'envisagerais, ce serait une discussion avec les Verts. Mais encore une fois, c'est ma réflexion personnelle à ce stade-là. Bon. Même si, encore une fois, j'ai beaucoup de choses à leur reprocher. Mais on peut faire une liste, on peut faire une alliance technique, c'est-à-dire pas de solidarité. Et encore une fois, moi, ce que je veux être, si ce n'est pas moi qui ai été élu maire, ou en tout cas quelqu'un de ma liste, ou quelqu'un de gauche, si c'est la liste du maire sortant ou bien la liste de droite qui est élue, bon, enfin c'est deux listes de droite, qu'est-ce que je dis ouais, enfin centre-droite et puis droite. Donc, s'ils sont élus, moi je serai en opposition de gauche. Je ne serai pas adjoint. Je ne demanderai pas à travailler avec eux. Ça me paraît évident, d'accord ? Donc voilà, la seule possibilité d'être adjoint pour moi, c'est effectivement d'être avec des gens à qui j'ai confiance et que je sais qu'ils ne me demanderont pas de faire l'inverse de ce que j'ai dit aux gens. Bon. C'est ce qui explique pourquoi souvent, nous, on ne demande pas de notre avis, on ne fait pas beaucoup d'alliances avec nous parce que justement, on est inflexible. Hein. Alors, sur la zone de l'Union et Terkene, bon, on s'est vu, hein, tu connais un peu mon opinion là-dessus. Bon, aux législatives, on est tous venus te voir avec ton association, les Verts, la droite, etc., les socialistes, pour discuter de ce gros problème de la zone de l'Union. Alors il y a des projets un peu qui vont dans tous les sens. Bon, d'après ce que j'ai compris, les écolos veulent faire un truc hyper vert, etc., transformer ça en grand terrain. Bon. J'ai cru comprendre que la droite voulait faire beaucoup de routes pour amener beaucoup de camions et donc redonner de l'activité. Alors entre les deux, effectivement, mon cœur balance, non je plaisante, hors de question de faire des routes, hors de question de polluer avec des camions là-dessus, mais on a besoin de logements, donc je me pose la question si au lieu de faire uniquement quelque chose d'écologique, on ne peut pas aussi faire une priorité au logement, et puis bien sûr attirer les entreprises, tu m'as dit avec Terkene notamment, oui, attirer les entreprises, mais comme tu l'as dit, pas n'importe comment. Encore une fois, il n'est pas question de donner des subventions déguisées, c'est-à-dire exonération fiscale pour des entreprises qui vont très vite partir et laisser encore les gens sur le carreau. Donc, c'est pas nouveau à la Ligue, tu sais ce que dit Besancenot. Besancenot dit qu'une fois qu'on a donné des aides, des subventions, si jamais l'entreprise part, on doit les récupérer. Ben moi, je me bats pour ça. Et je me battrai aux côtés des salariés, parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais après le problème des sans-papiers, j'ai encore une autre dent contre la mairie. C'est le problème des salariés qui sont en lutte, en grève. À Roubaix, il y avait une usine qui s'appelait Plasti, vous connaissez ? Les salariés se sont mis en grève. Nous, on est venus les soutenir parce que ça fait partie de notre culture de gauche. Quand il y a des salariés qui sont en grève et qui réclament leur dû, quand on les a licenciés, eh bien nous, c'est logique. Ça nous paraît même pas farfelu. On y va directement, on va les soutenir. Ils n'ont même pas besoin de nous demander. Dès qu'on le sait, on y va. Eh bien, il y en a d'autres qui ont ce réflexe-là. Puis il y en a d'autres qui ont des réflexes du type d'envoyer les huissiers ou bien de venir dire aux salariés il faut arrêter maintenant la grève. Ben ça, c'est le maire sortant. Donc, quand on se dit de gauche, on est aux côtés des salariés, on lutte avec eux, on ne leur dit pas d'arrêter la grève.
Et d'abord, si on veut vraiment jouer la démocratie participative, on respecte leur décision de continuer la grève. Même si on n'est pas d'accord, même si on pense que c'est une connerie et qu'ils n'y arriveront pas, on est avec eux parce que c'est une décision collective. Le maire n'est pas tout puissant et c'est pas lui qui décide d'un mouvement de grève. Donc voilà des petites choses là-dessus. Donc moi, si jamais il y a un problème là-dessus, je serai vigilant et je lutterai de toutes mes forces pour qu'effectivement les salariés puissent obtenir leur dû et ne soient pas plaqués du jour au lendemain. Maintenant, je ne te garantis pas que c'est facile. Je ne te garantis pas évidemment qu'il n'y aura pas des entreprises qui vont chercher à berner une mairie comme Roubaix qui aura des fonds à donner. Mais en tout cas, je peux te dire que les zones franches, moi je ne les accorde pas comme ça. Hein. Donc avant de passer à la question suivante, je rappelle à nos 7 spectateurs qu'ils peuvent réagir à notre débat sur irc.free.fr, canal La Télé de Roubaix. Donc Léo qui est à la régie a une question à poser. Donc moi je voudrais vous demander tout d'abord si vous êtes élu, quelles mesures vous allez mettre en place pour la vie associative à Roubaix, notamment tout ce qui est un peu galère pour les assos en ce moment, c'est-à-dire les problèmes de locaux, les problèmes de subventions, l'insertion des jeunes associations dans la vie associative qui n'est pas toujours facile. Donc voilà, quelles mesures vous allez mettre en place pour nous aider. Alors, rappelons que Léonore est secrétaire de l'association SODAD, qui fait partie du collectif. Oui, je sais bien. Bon, il n'y a pas de secret, on m'a posé les mêmes questions à la maison des associations lorsqu'on a fait un débat avec tous les candidats. On avait tous évidemment aux lèvres les mêmes réponses. On va aider les assos, on va sortir les subventions. C'est comme si limite on sortait l'argent de notre poche. Hein. On en avait tous prêt à ça. Bon, j'ai regardé la présidente de la MDA, j'ai dit il y a les paroles puis il y a les actes. Bon. Je le redis encore aujourd'hui. Pour nous, encore une fois, les associations, il ne s'agit pas juste de leur donner sous des critères qu'on aurait décidé nous-mêmes des subventions. On pense que d'abord il y a des subventions qui vont venir de la communauté urbaine. Bon. Si on a des subventions qui viennent de la communauté urbaine, on doit définir très rapidement, le plus vite possible pour les associations, les critères dans lesquels ces subventions vont être données. Il ne s'agit pas que les associations soient surprises en pensant avoir amené un super projet et qu'en réalité ce projet ne rentre pas dans les critères, donc au revoir. Donc dès le départ on dit voilà, les subventions qu'on a, normalement ça va sur tel projet. Deuxième chose, nous on est pour les conventions pluriannuelles. On sait que les associations galèrent parce qu'en général le budget des associations est voté année par année. Et donc on pense qu'on doit faire un contrat avec les assos pour dire nous on va vous financer pendant 2, 3 ans, plusieurs années pour qu'ils arrivent à continuer sans rupture et sans devoir payer parfois aux banques, parce que parfois il y a des dettes et il faut payer des taux d'intérêt aux banques et nous on n'est pas d'accord pour ça. Les banques n'ont pas à gagner de l'argent sur des associations. Je rappelle que les associations c'est un but non lucratif, donc la banque n'a pas à avoir de l'argent là-dessus. Donc convention pluriannuelle et puis démocratie participative au niveau des assos, c'est-à-dire qu'on pense qu'il y a des délégués des associations qui doivent participer à un conseil des associations. Alors il y avait une proposition de la MDA. Il y avait une proposition de la MDA qui existait là-dessus, qu'on trouve assez intéressante, et on aimerait qu'elle fonctionne selon le principe de la démocratie participative, c'est-à-dire que, encore une fois, nous on exécute ce que les délégués des associations diverses roubaisiennes auront décidé. Ça peut se faire par quartier, ça peut se faire par inter-association, c'est-à-dire que c'est toutes les associations qui se réunissent et qui définissent des projets qu'ils vont faire. Soit pour la ville de Roubaix, soit pour eux-mêmes, parce que moi encore je rappelle une chose, c'est que c'est pas obligatoire qu'une association roubaisienne fasse automatiquement un projet citoyen, éducatif, etc. Elle peut faire aussi, il y a des associations qui se font dans différents domaines. Moi j'ai eu la sensation à un moment donné en écoutant M. Thiers ou en écoutant M. Van der Eno que ça devait avoir automatiquement un projet qui serve à Roubaix. Mais je crois que de toute façon tous les projets, que ce soit une asso d'échecs ou bien une asso de théâtre, ça va servir. Bon, c'est pour nous les associations, et je sais ce que je dis, je fais partie d'une asso de théâtre. Bon, c'est une école de la démocratie. Mais, par contre, un petit point sur lequel on veut être vigilant, c'est que si on veut que ça marche, la démocratie participative, c'est-à-dire que vous décidez et que nous on applique, ça veut dire que dans les assos, la démocratie fonctionne vraiment. Et que c'est pas juste un chef de l'asso qui dicte aux autres. Parce que sinon, là, évidemment, ça marche pas. C'est vraiment une école de la démocratie qui doit s'appliquer. Voilà les idées. Alors pour les locaux, évidemment, quand il y en a, bien sûr, on aidera au maximum. Mais justement, je m'interroge un petit peu s'il y aura encore assez de locaux, puisqu'il y a plein d'idées qui sont en route sur Roubaix avec l'ANRU, plein de logements qui vont être mis en place. On m'a posé la question, est-ce que l'ANRU va mettre en place des logements pour les assos? Moi j'ai répondu, attendez, on n'est même pas sûr que tous les logements détruits
par le projet national, hein, c'est Borloo qui l'a mis en place, je crois, par le projet national de l'ANRU, vont être remplacés. C'est-à-dire qu'un logement détruit ne vaudra pas forcément un logement reconstruit. Ce sera peut-être 2, voire 3 logements détruits qui auront un logement reconstruit. Ça veut dire quasiment 30% de gens qu'il faudra reloger ailleurs. Vous imaginez bien que s'il y a déjà des problèmes de logement, pour les assos, ça va être galère aussi. Donc nous, on veut être vigilants, que ce soit en tant que maire, ou que ce soit dans le conseil municipal, dans l'opposition, pour qu'il y ait le principe du 1 pour 1. Et forcément, s'il y a le principe du 1 pour 1, il y aura des assos qui bénéficieront des logements. On va conclure le débat. J'aimerais bien demander une question. Il est 8h. Il est 8h15, je suis désolée. Oui, mais ça est important. S'il y a des abstentions... Attendez, je vais vous donner le micro et on va faire ça dans C'est la dernière question. Hein. De toute façon, s'il y a des abstentions, j'espère qu'elles ne seront pas importantes, mais enfin, si elles sont importantes comme d'habitude, est-ce que vous êtes d'accord pour que soient interrogés les abstentionnistes en leur demandant la raison pour laquelle ils ne votent pas? Parce que c'est une suite sans fin, les gens s'abstiennent et la démocratie ne joue pas. Alors là, il doit y avoir, si vous voulez, à partir des élus ou de ceux qui se présentent comme élus, aller au-devant de la population en disant qu'est-ce qui se passe, que voulez-vous, que décidez-vous? Justement, alors je reviens à ça va devenir un leitmotiv, mais l'idée que ce sont les gens qui décident par le bas et que ce sont ceux qui sont élus, le haut entre guillemets, qui exécutent les décisions du bas, c'est un moyen, je pense, même pour ceux que j'ai vus et qui me disent je ne suis pas inscrit sur les listes, c'est un moyen pour eux de participer et de dire ce qu'ils veulent pour leur quartier, pour leur ville. À ce moment-là, ils n'auront peut-être pas forcément à la tête de leur ville quelqu'un qui leur plaît. En même temps, ils n'auront pas été votés, donc ils sont un peu responsables. Mais en même temps, on comprend bien qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus envie d'aller voter. Donc moi, je pense que par cet intermédiaire-là, on appelle comme on veut, mais qui est l'idée que voilà, on va consulter les gens, et ce qu'on a entendu d'eux, c'est pas juste on les a écoutés et on s'en va, c'est on prend ce qu'ils ont dit et on applique ce qu'ils ont dit. À ce moment-là, je pense que ça leur redonnera l'envie peut-être la prochaine fois de ne pas s'abstenir. Voilà une solution, il y en a peut-être d'autres, il faut réfléchir à ça. Mais je ne suis pas sûr que c'est demander juste leur avis, c'est demander leur avis et appliquer ce qui aura été voté collectivement. Si le vote ne leur donne pas la majorité à nouveau, tant pis, ils se battront pour convaincre les autres une autre fois. Mais par contre, ça sera encore à nouveau une façon de participer. Voilà. Un dernier mot pour conclure ? Un dernier mot pour conclure, je souhaite effectivement qu'il y ait un maximum de gens d'abord qui aillent prendre leurs responsabilités pour aller vraiment voter au premier tour pour ce qu'ils pensent. Parce qu'on a un gros problème dans ce pays, c'est que la plupart des gens ne vont pas forcément voter pour ce qu'ils pensent au premier tour, alors qu'il y a encore 2 tours. Je pense vraiment qu'il y a deux priorités dans cette élection. La première priorité, pour moi, c'est de donner une claque à Sarkozy au maximum. Il faut qu'on le soit le plus nombreux à lui donner une bonne claque pour lui dire que ça fait depuis 8 mois qu'on reçoit des attaques et qu'il y en a assez, et que c'est justement le moment de dire non, cette politique gouvernementale de droite qui est faite par les riches et pour les riches, on en a assez. 2, c'est de dire qu'on veut vraiment des mesures à gauche pour Roubaix, et pas des mesurettes, et pas une mesure de façade, pas quelque chose qui finalement c'est de montrer le centre en disant voyez Roubaix tout va bien et puis on cache les quartiers. Donc faites votre choix, écoutez le maximum de candidats. Nous, on vous a répondu, il y a des tas de choses qu'on n'a pas pu dire. Je ne vous ai pas parlé du programme pour la santé, je ne vous ai pas parlé du programme de la fiscalité, je ne vous ai pas parlé de tas de choses qu'on aurait pu discuter ensemble. Mais ce qui est certain, c'est que soyez le plus vigilant possible pour que ceux qui vous donnent les réponses fassent derrière exactement ce qu'ils ont dit, et pas l'inverse. Voilà, merci en tout cas de m'avoir attendu et de m'avoir écouté. Merci à vous. Merci.